Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Octavie et avec Cyril pour débattre de la question de la transidentité. Dans un premier temps, je vais inviter tout le monde à se présenter rapidement, à dire d'où il vient, signaler sa présence sur les réseaux sociaux, et puis ensuite on va commencer le débat. Honneur à Octavie, je te laisse parler. D'accord. Donc moi, c'est Octavie, j'ai 32 ans, je suis en transition depuis à peu près 2 ans et je me suis surtout fait connaître sur Discord dans un milieu assez confidentiel autour des questions de psychologie, de société, de politique. On peut me suivre sur Twitter, Octavie89. C'est là qu'actuellement, j'essaie de créer un débat autour justement de cette question trans qui monte dans la société. D'accord, et donc moi, c'est rapide, hein, on est sur ma chaîne, donc Cyril Chevreau, emmerdeur public et passionné de lecture. Voilà. Voilà. Quant à moi, je suis propriétaire de l'association Le Cercle et moi du Savoir et de la chaîne YouTube La Phénixisation. Les liens, de toute façon, des Twitter et des YouTube seront sous la vidéo. N'hésitez pas à aller explorer un peu tout ça et à vous abonner aux différents intervenants. On va donc discuter de la question trans et pour lancer ce débat, je vous propose l'orientation suivante. D'où viennent les questions de d'où viennent les questions de transidentité pour vous? De quoi sont-elles le symptôme dans la société? Quelle place devrait-elle avoir et comment la société devrait-elle s'y adapter? Cyril, peut-être que je te laisse commencer. Alors pour moi, la question de la transidentité, c'est quelque chose qui est… je vais raconter quand même comment j'en suis arrivé à réfléchir à ces questions. C'est un jour, j'ai fait un post en fait sur le relativisme. Et c'était un post philosophique qui n'avait rien à voir avec les trans. Et je parlais de ces gens en fait qui ont tendance à relativiser la réalité. Et j'expliquais à quel point ces gens m'irritent parce que, eh bien, quand on ne vit pas dans la même réalité, c'est dur de débattre, mais c'est aussi surtout dur de vivre ensemble. Parce que si on ne vit pas dans la même réalité, eh bien, comment faire peuple et comment vivre ensemble? Et donc, je ne savais pas, mais il y avait une personne en fait qui était de la communauté LGBT, qui était pas trans, mais qui était, je crois, mariée avec un trans. C'était quelque chose comme ça. Et du coup, ça avait donné un débat, donc je vous mettrai le lien en description. Et en fait, cette personne me disait que j'étais transphobe parce que j'étais contre le relativisme. Et donc, on avait eu un débat là-dessus. Et en fait, comment je suis arrivé à réfléchir à ça? C'est justement parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'arrive plus, on a cassé en fait le socle commun en France qui s'appelait l'universalisme. Et donc, du coup, on arrive à un espèce de nihilisme dans les nouvelles générations qui fait que eh bien, chacun a sa réalité et que chacun se croit en possibilité et même en devoir, en relisant Sartre, de nier la réalité, de nier les faits et de devenir et de faire ce qu'ils veulent au gré de leurs caprices. Donc ça, c'est comme ça que je vois les choses du départ. Et puis tout ça, en fait, est supporté, tout ça est amplifié par ce qu'on pourrait qualifier d'un espèce de transhumanisme, c'est-à-dire que c'est le capital qui cherche des relais de croissance. Parce qu'on ne va pas se mentir, quand on est trans, c'est des hormones à vie, c'est des opérations, c'est beaucoup d'argent pour les laboratoires pharmaceutiques, c'est beaucoup d'argent pour le système financier. Et donc, on a beaucoup de gens, en fait, qui travaillent justement à favoriser ça dans un but purement économique. Voilà. Pour l'instant, je pense qu'on D'accord. peut définir ça comme ça. Donc moi là-dessus, voilà, il y a deux aspects. Donc je suis très très d'accord avec la première approche, c'est-à-dire que la communauté LGBT est un avatar de censure, d'irrationalité par beaucoup d'endroits, au nom de leurs intérêts. Et moi, c'est un petit peu ma démarche de base, c'est de dire que être trans, ce n'est pas forcément être irrationnel, être quelque part d'extrême gauche, parce que 99% des trans votent NUP. Et le problème, c'est que il y a une association du fait trans, de la réalité qu'il y a des trans, avec cette réalité de cette communauté finalement très idéologique. Et ça mélange les deux, en fait, notamment à droite, où des gens finalement associent trans à ça. Et moi, mon but, c'est de montrer que être trans, c'est un peu comme être homo. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ses idées politiques, son vécu, sa personnalité. Donc là-dessus, je rejoins, enfin, j'appelle à un débat, parce que moi aussi, la vérité m'intéresse.
Donc j'appelle à un débat de fond sur la transidentité, sur toutes ces choses, et en effet, je remets en cause beaucoup. C'est pour ça que moi-même, en tant que trans, on me qualifie de transphobe régulièrement, parce que je dis aux trans, bah, vous n'êtes pas des femmes ou des hommes, vous êtes des trans. Et rien que ça, c'est une réalité simple, mais pourtant fait débat. Après, sur le côté capitalisme, transhumanisme, moi, je me positionne beaucoup pour, donc là-dessus, je ne cautionne pas. D'accord. Du coup, c'est intéressant. En fait, ta position, elle est très intéressante, je trouve. Donc déjà, si on arrive à se rejoindre sur le fait que la vérité est quelque chose d'intéressant, déjà, je pense que c'est un grand point d'accord parce que c'est le principal désaccord que j'ai avec la communauté qui est la tienne, en tout cas à laquelle on doit t'assigner régulièrement, mais pourtant à laquelle tu t'opposes, j'ai bien compris. Mais du coup, ce que j'aimerais, c'est que tu nous définisses, du coup, pour toi, c'est quoi être trans? C'est-à-dire qu'il y a homme, il y a femme, on était habitué à ça. Et puis, il y a des gens qui sont hommes et femmes, donc là, il n'y a rien qui change au niveau de la nature, mais qui ont des orientations sexuelles différentes, donc homosexualité, etc. Et toi, en fait, comment tu inscris en fait dans cette continuité, ou peut-être, je sais pas, peut-être que ça n'a rien à voir, comment tu inscris en fait le fait d'être trans? C'est-à-dire que bah, tu nous as expliqué là rapidement que pour toi, justement, être trans, c'est pas un homme qui devient une femme ou une femme qui devient un homme, c'est autre chose, si j'ai bien compris. Donc, pour moi, la définition de la transidentité, c'est l'idée de vouloir se vivre dans l'autre genre, donc masculin ou féminin. C'est simplement ça au sens strict, hein. Et en fait, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire plusieurs réalités. On n'est pas forcément obligé de changer de corps pour se vivre dans l'autre genre, mais souvent, ça aide, évidemment. Mais philosophiquement, fondamentalement, c'est pas forcément un prérequis. Donc, pour moi, c'est simplement ça, c'est vouloir se vivre dans l'autre genre. Je sais plus trop sur, je te laisse reprendre là-dessus. Voilà, donc on a coupé rapidement parce que j'étais dans ma cour, j'étais dehors et du coup, il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà, je suis rentré à l'intérieur et on peut continuer l'échange. Octavie, je crois que tu avais une idée à développer. Exactement. Donc, du coup, en fait, voilà, pour moi, le cœur de l'affrontement entre les cisgenres dits réac et les trans, c'est que tout le monde confond genre et corps. On fait semblant de le confondre. Si on prend l'anecdote des nageuses récemment, en somme, actuellement, on avait quoi? On a la catégorie femmes à laquelle on a adjoint des trans sous prétexte qu'ils sont des femmes. Et évidemment, ça crée débat parce que ces trans ont peut-être un corps qui est plus performant que ces femmes cisgenres et donc ça crée des inégalités, c'est pas normal. Donc du coup, la fédération, elle a fait quoi? Elle a décidé d'ouvrir une catégorie pour les trans et les femmes, il n'y a pas assez de trans sinon, et de laisser une catégorie femmes que pour les femmes cisgenres. Donc là, évidemment, la communauté s'est complètement endiablée là-dessus, alors que non, c'est très légitime. Pourquoi? Parce qu'on ne dit pas que ces trans ne sont pas, entre guillemets, des femmes, on dit juste que ce sont des trans. On ne nie pas leur genre féminin, on nie simplement leur corps qui n'est pas féminin. Et ça, genre et corps, il faut vraiment le distinguer. Moi, par exemple, je ne suis pas une femme, je suis une trans de genre féminin. Donc ça, c'est assez important. Et après, la sexualité, c'est encore autre chose sur laquelle on pourrait revenir, mais c'est la troisième articulation. Donc moi, je raisonne vraiment comme ça. Il y a un genre, une construction sociale, avec des habitudes, des traditions, où il y a des corps, femmes, hommes, trans féminin, trans masculin, et une sexualité qui, elle, est plus sujette à débat, mais qui est aussi à distinguer et qui, à mon sens, là je le tisse simplement, conduit à beaucoup de transitions chez les jeunes. Beaucoup de jeunes confondent une sexualité et finalement une identité de genre qui n'a rien à voir avec elle. Exactement, c'est ça. Là-dessus, je ne vais pas ajouter grand-chose parce que je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a des trans qui essayent de nier la biologie et c'est souvent là-dessus en fait que je suis très irrité parce que ce qui m'intéresse souvent dans un débat, eh bien, c'est ce qui est sous-jacent au niveau philosophique. Et c'est vrai que quand je vois des gens qui nient la réalité, qui nient que au niveau chromosomique, ils sont hommes et femmes et qui me disent non, mais moi, je peux naître à partir du néant sans prendre en compte mon corps, qui m'explique que le genre est une construction sociale et que le corps dans lequel on vit et on habite et dans lequel on est enfermé ne participe pas à cette construction, eh bien, j'ai un peu du mal. Voilà. Donc, on sait que effectivement le genre est construction sociale. Je suis entièrement d'accord avec ça, mais on sait aussi que notre genre est enfermé dans notre corps et que du coup, notre genre ne peut pas ne pas être relatif à notre corps. Alors, ça peut être un rejet, ça peut être un acquiescement à ce corps, mais en tout cas, on est forcément positionné par rapport à ce corps. On vit dedans. C'est comme si je disais, je vis dans le monde, mais le monde ne m'a pas construit. Ce serait étrange de dire ça. Le monde m'a forcément en partie construit. C'est pareil pour le corps, sauf que c'est pire, on est encore plus près, on vit carrément dedans. On le voit toute la journée, enfin je veux dire, il nous porte, il nous sert à nous déplacer. Notre corps, en fait, ne peut pas être nié dans la construction sociale de notre genre.
Alors, pour avancer un petit peu, puisqu'on est assez d'accord là-dessus, pour avancer un petit peu, moi, je dirais qu'il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre du coup. Si tu ne nies pas le corps, si tu es consciente que, en fait, ce qui t'arrive, c'est que tu as un corps que tu ne nies pas, mais tu veux vivre dans un autre genre que celui dans lequel tu es né, tout simplement. C'est bien ça, hein? Exactement, ouais. Ouais. Je te laisse finir la question et je réponds. Ouais, pas de souci. Mais du coup, je voulais confirmer pour pas dire n'importe quoi. Et donc, du coup, si c'est le cas, déjà, comment tu vis ça? Comment tu vois ça? C'est-à-dire que qu'est-ce qui peut pousser une personne à vivre dans un autre, comment dire, dans un autre genre que celui dans lequel il est censé aller de par son corps, en fait. Voilà, comment tu en arrives à dire, bon, bah, moi, en fait, le genre qui m'est assigné à la naissance par mon corps et aussi en partie par la société, eh ben, je rejette tout ça et moi, je veux vivre dans un autre genre. Qu'est-ce qui te pousse à ça? Pourquoi? Et est-ce que ce ne sont pas tout simplement, je te le dis pour être un peu provocant, puis pour te pousser un petit peu au débat, mais est-ce que c'est pas tout simplement comme on pourrait avoir dans l'anxiété, dans la dépression, dans l'anorexie, est-ce que c'est pas tout simplement bien une maladie mentale, pas au sens de je suis fou, hein. Je veux dire, moi j'ai été voir des psys, j'ai été soigné pour de l'anxiété, je suis pas fou. Je veux dire, je suis pas en train de, parce que souvent les gens ils pensent psychologue, psychiatre, ça veut dire folie, ça veut dire taré, ça veut dire non. Il y a des gens qui ont des problématiques parfois, qui ont des rejets de leur corps. On a des anorexiques qui rejettent leur corps. On a des gens qui rejettent leur sexe. On appelle ça la dysphorie de genre, sauf qu'aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que c'est pas une maladie. Du coup, comment tu le vis, toi? Et comment tu te l'expliques à toi-même tout ça? Donc, en fait, moi, justement, mon approche, c'est que ce n'est ni une maladie, ni un ressenti. Donc, le ressenti, c'est ce que développent les militants trans traditionnels en disant, voilà, j'ai été touché par la grâce, je suis dans ce genre, etc. Mais attention, ce n'est pas une maladie. Moi, en fait, j'en fais un entre-deux. Pour moi, c'est une stratégie. C'est-à-dire qu'on voit un genre, sa valeur, même son esthétique, et on se dit, bah ça convient mieux à ma personnalité. Moi, c'est de là que je pars. Très simplement, l'esthétique féminine me plaît. J'ai toujours trouvé ça très charismatique, hein. Et j'ajouterais que j'ai une sexualité qui est très orientée vers la soumission. Et là aussi, le genre féminin est davantage ancré là-dedans, à tort ou à raison. Mais actuellement, c'est encore le cas, hein. La construction sociale, on fait un genre objet. Donc là aussi, spontanément, quand tu te montres au genre féminin, on comprend comment tu te positionnes, et moi, ça me convient mieux. Donc voilà, esthétisme, fonctionnement sexuel, et donc stratégie, simplement. C'est pas un ressenti, ce n'est pas une maladie, c'est une stratégie de ma part. Et pour simplement rebondir sur le genre corps, bah évidemment, pour mieux apparaître dans le genre féminin, si on modifie son corps, ça va mieux. Voilà. Alors On associe les deux. merci pour ça. Merci pour cette réponse. Mais du coup, alors, moi, les personnes qui, comme toi, me disent, voilà, ça me convient mieux, c'est une stratégie parce que ça correspond mieux à mes aspirations, j'ai du mal à leur dire, ben non, en fait, je veux pas parce que. En fait, ta demande, elle est légitime et je vois pas au nom de quoi on l'interdirait. Moi, ça me pose pas de souci. Là où je commence à réfléchir, c'est justement, et là, on va peut-être pas être d'accord, c'est au niveau du corps. C'est-à-dire que il y avait moyen, à mon avis, des transgenres, il y en a toujours eu, à mon avis. Ici et là, il y en a toujours eu, quelles que soient les époques ou les périodes plus ou moins cachées, etc. Il y a deux points qui me posent problème. Le premier, c'est que on arrive à une époque où la technologie peut éventuellement vous faire croire que, parce qu'en réalité, même si on te modifie au niveau de la forme de ton corps, au niveau chromosomique, tu resteras un garçon, quoi qu'il en soit, toute ta vie. Et je me dis, est-ce qu'on n'est pas en train, là, mine de rien, quand même, d'essayer de nier quelque chose? Ou alors est-ce que toi, tu vois ça d'une manière beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire qu'en gros, bah, ça existe, c'est pratique, parce que du coup, ça va faire correspondre un peu plus mon corps à mes aspirations. Et puis même si je suis conscient que j'ai une biologie différente, voilà, moi, ça me convient mieux comme ça. Mais du coup, moi, je me dis, est-ce que c'est pas violent pour le corps? Parce que bah, c'est un peu comme la mort de ton ancien genre. C'est-à-dire que pour revenir en arrière, c'est possible, mais je veux dire, comment dire, au prix d'énormes mutilations, et ça, voilà, c'est quand même des choses qui existent et qui arrivent. On voit des gens qui ont transitionné trop tôt, c'est peut-être pas ton cas d'ailleurs, qui ont transitionné trop tôt et qui du coup reviennent en arrière et on a des corps qui sont complètement flingués, quoi. Et là, on peut plus Donc revenir en ça, arrière. c'est autre chose. On pourra y venir ensuite. Donc simplement pour répondre, non, voilà. Clairement, moi, je ne suis pas une femme, je ne suis plus un homme, même si j'ai les chromosomes pour.
Pour moi, c'est une démarche purement de construction. C'est pour ça que quand tu dis tu ne seras jamais une femme, mais oui, je suis une trans. C'est-à-dire que je développe quelque chose qui est différent. Je trouve qu'on ne peut plus le nommer homme. C'est impropre. Enfin, mon corps, j'ai de la poitrine, je n'ai plus de testicules. Il y a beaucoup d'aspects qui sont tellement mélangés que je trouve ça assez légitime de parler d'un autre corps. Toujours est-il que voilà, je ne me définis pas femme, je me définis trans. Et moi, j'appelle les trans militants à reconnaître ce statut particulier, parce que si on se reconnaît en particulier, les cisgenres, ils nous lâchent en fait. Parce qu'actuellement, ce qu'on appelle les TERF, elles sont excitées parce qu'on leur demande de parler de personnes à utérus plutôt que de femmes. On nie leur identité à elles au nom des trans. On leur demande de reconnaître les trans comme des femmes. Bon, mais si on se dit, bah non, on n'est pas des femmes, on n'est pas des hommes, on est des trans, déjà, on leur coupe les ailes. Première chose. Euh, j'ai du mal à retenir les développements. Il y avait autre chose que tu disais là-dessus? Ou... Oui, je disais que, à mon avis, ça a toujours existé. Et effectivement, pour préciser ma question à la lumière de ce que tu viens de dire, effectivement, tu as raison. C'est même pas une histoire de couper les ailes. C'est-à-dire que si, en gros, moi, tu me dis, je suis une catégorie à part, c'est une construction sociale et ça me va mieux comme ça. Effectivement, moi, j'ai pas de problème avec ça. J'ai aucun souci avec ça. Exactement, c'est aussi ma démarche. Et ah oui, pardon, excuse-moi. Vas-y, vas-y. Justement, après, ce qu'on peut me reprocher, ce que je reproche également, c'est l'ambiguïté sur la sécurité sociale et le remboursement. C'est-à-dire que ce n'est plus une maladie, mais il faut quand même la rembourser. Et moi-même, c'est pour ça que je veux inscrire la transidentité dans une démarche purement esthétique. C'est-à-dire que c'est un peu comme la chirurgie esthétique. Ah oui, c'est ça que je voulais rebondir. C'est comme faire un régime, faire de la musculation, se faire refaire le nez. C'est une démarche esthétique. Et donc, ça devrait être à la charge de chacun. Et là aussi, j'invite les trans à reconnaître cette façon de faire parce que, et encore une fois, si ça continue d'augmenter, la Sécu, au bout d'un moment, elle va se dire, bon, bah, il faudrait limiter tout ça et ça va se retourner contre eux. Alors que si on passe ça en forme de démarche esthétique, bah, ça sera au choix de chacun et personne s'y attaquera et ça n'embêtera plus personne. Et puis, ça sera assez rationnel de dire que finalement, les gens modifient leur corps comme ils veulent. Il n'y a pas de revendication un peu mystique de se sentir dans le mauvais corps, genre. D'accord, bah c'est extrêmement rationnel ce que tu dis, et puis je suis assez d'accord avec toi parce que c'était une de mes critiques, c'est-à-dire que la sécurité sociale qui a du mal à rembourser les dents de nos anciens va devoir se taper des vies complètes d'hormones et des transitions, alors que, à mon sens, c'est pas effectivement la collectivité de supporter cette charge. Donc c'était Je effectivement un de suis mes problèmes. d'accord. Et pour l'anecdote, j'ai rencontré hier une psychologue d'une association de parents qui essaie de se battre pour que les enfants soient un peu moins manipulés et qui disait que dans son parcours personnel, elle entrait en ménopause précocement et elle cherchait à avoir des médocs justement de l'estrogène artificiel. Et on lui refusait ces médicaments, alors que moi, on m'en donne. Alors que Ouais. finalement, ces médicaments, à la base, sont censés être pour ce genre de personnes. Donc c'est sûr qu'il y a une sorte de différence de traitement assez hallucinante là-dessus. Et oui, il y a un problème, clairement. Ça m'arrange, mais ça serait pas honnête de ne pas le dire, quoi. Donc, on a compris que vous étiez plutôt d'accord sur la vision de la transidentité, en tout cas sur les points majeurs. Et maintenant, une question que je voudrais vous poser, c'est concrètement comment on encadre ça, puisque vous êtes d'accord pour dire que ça a des impacts énormes sur la vie de ceux qui décident de la pratiquer. Les hormones, c'est pas non plus rien du tout, ça coûte de l'argent. Bref, on sent que c'est assez lourd. Et du coup, comment ça doit être encadré, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on doit autoriser les jeunes à faire ça? Qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait autoriser justement une personne à se transsexualiser ou pas? Est-ce qu'il faudrait des tests pour vérifier sa santé mentale? Est-ce qu'il faudrait vérifier ses motivations? Dans quelle mesure on peut encadrer ça à la fois pour les jeunes et puis peut-être pour les personnes plus âgées qui voudraient transitionner? Première partie de ma question. Et la deuxième partie, c'est est-ce qu'il doit ensuite y avoir des modifications que la société doit prendre en compte, par exemple installer des toilettes publiques pour les personnes trans, ou est-ce que les personnes trans continuent soit d'aller dans les toilettes de leur sexe d'origine ou dans le nouveau? Comment est-ce qu'on organise ça sur la carte d'identité, c'est-à-dire est-ce qu'on continue de laisser homme pour une personne qui a euh, une, une peau, une apparence de femme, On va excusez-moi. poser les questions une par une Voilà. parce que sinon on va oublier le début. Moi, pour l'encadrement, encore une fois, c'est très simple. Il suffit de prendre modèle sur la chirurgie esthétique. Actuellement, la chirurgie esthétique, c'est quelque chose, on demande une sorte de consentement éclairé et ça suffit, c'est à la liberté de chacun. Concernant les mineurs, bah, c'est simple, les mineurs n'ont pas accès à la chirurgie esthétique, donc ils n'auraient pas pu s'accéder, donc ça résout aussi le problème au passage.
Et concernant la société, c'est l'état civil. Moi, je pense qu'il faut faire un état civil M2F, F2M à côté de non, de MF. Voilà. Après, comment on définit exactement le corps M2F par rapport au corps masculin-féminin? Bon, bah, ça, on pourra le définir le moment venu, mais c'est une piste. Et ça a beaucoup d'avantages en fait. Bon, déjà, ça permet de pas tout confondre. Hein. Comme ça, les compétitions sportives, bah, on sait qu'il y a des femmes, il y a des trans, machin. Mais même pour les trans, c'est un avantage en fait. Moi, quand je vais faire une prise de sang, on me demande par exemple la date de mes dernières règles. Et c'est gênant parce qu'il faut le préciser. Quand on m'ausculte, il faut que je précise des choses. Et donc, sur la sécurité des corps notamment, aujourd'hui, si on nie le fait qu'on soit des trans, qu'on soit des trans en fait, on nous assimile à homme-femme, mais on fait pas d'études spécifiques sur nous. Alors que le corps trans, je pense qu'il mériterait d'avoir certaines études sur les conséquences, sur comment on traite des choses, et donc de très vite le singulariser officiellement, et pas être toujours dans l'officieux. Donc voilà pour l'encadrement. Et puis la seconde question, il faudrait peut-être la reposer, parce que du coup, j'ai oublié. Alors moi, pour l'encadrement, non, je vais juste répondre à l'encadrement aussi. Pour l'encadrement, moi, il y a plusieurs points qui me posent problème. Alors, tu nous dis qu'on devrait considérer ça comme de la chirurgie esthétique. Alors déjà, au niveau philosophique, je suis complètement opposé à la chirurgie esthétique. Et comme je le disais tout à l'heure, enfin, du coup, là, on est plus dans le débat trans ou cisgenre, mais là, on est dans le débat, est-ce qu'on peut modifier son corps comme ça sans se demander ce que ça va faire? Et d'ailleurs, tu le dis toi-même, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune étude sur les corps trans et on part du principe, et là, pour le coup, ça peut pas être plus clair, c'est-à-dire qu'on part du principe dogmatique qu'en fait, c'est bien de faire ça. On part d'un principe dogmatique parce qu'il n'y a aucune étude là-dessus. Et puis, il y a aussi un point que je voudrais pas éluder, c'est on a lu tous les deux, je crois, le livre de Céline Masson et Céline Eliachev. Et voilà. Et en fait, elle nous alerte quand même sur des choses qui, je trouve, sont intéressantes, comme par exemple le fait qu'on a une augmentation de gens qui ont envie de faire leur transition, pardon, de 4000% quand même en Europe. 4000%. Ça doit nous interroger. Il y a un lobbying de dingue sur Internet. Il y a des gens qui sont véritablement complaisants avec ça. Et ça, c'est vraiment un point qu'il faut réguler. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a quand même des ressorts sectaires dans certaines communautés où véritablement, on a des gens qui refusent de réfléchir, qui vous insultent, qui vous disent que vous les rejetez alors que c'est eux qui vous rejettent et qui refusent de débattre. Tu es d'ailleurs la première personne trans avec qui j'arrive à débattre et pourtant, ça fait au moins 2 ans que je souhaite débattre avec quelqu'un. Donc voilà, ça, c'est quand même à réfléchir. Et puis le second point, c'est aussi un point qui est abordé par le livre La fabrique de l'enfant transgenre, c'est le fait il faut quand même se poser la question. Alors que toi, tu es la réponse parce que tu vis le truc, etc. Mais en tant que société, on doit se poser la question. Et cette question, elle est celle-ci, c'est que quand quelqu'un a un problème, en fait, avec la vision de son corps, et elles prennent un exemple qui, je trouve, est hyper intéressant, c'est-à-dire qu'elles prennent l'exemple de l'anorexie. Quand quelqu'un est anorexique, c'est-à-dire l'anorexique, c'est quelqu'un qui voit son corps énorme alors qu'il est tout maigre. Eh bien, quand cette personne est anorexique, on ne la traite pas, on ne la guérit pas par de la liposuction. Ce serait idiot. Tout le monde comprend que c'est idiot. On voit bien que cette personne a un problème avec la préhension de son corps. Pourquoi est-ce qu'on s'interdit en fait d'aller fouiller de ce côté-là avec les personnes qui sont trans ou qui ont envie de transitionner? Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder pour moi. Moi, je suis pleinement d'accord. Moi, au sens large, la transidentité, ce phénomène qui nous est révélé par l'innovation technique et tous ces gens qui voudraient devenir trans, est une question philosophique, psychologique qui va nous permettre d'avancer certainement sur la compréhension de nous-mêmes. Donc, en effet, moi, je suis tout à fait ouverte à ouvrir le débat et pas à le fermer comme ces gens voudraient le fermer au nom du fait qu'ils veulent être tranquilles ou je sais pas quoi. Enfin, ça les dépasse un peu, en fait. Ça ne leur appartient pas. Ensuite, sur le statut trans, en fait, il y a beaucoup de transitions aujourd'hui chez les mineurs notamment, parce qu'on leur fait croire qu'ils vont être des hommes et des femmes. Or, en posant le statut trans en tant que tel, on leur dit clairement, vous ne serez pas des hommes et des femmes, vous serez peut-être des trans, des créatures un peu particulières. Et déjà dire ça, moi, je pense que ça va vraiment faire réfléchir ces ados davantage. Si on leur disait davantage ça, plutôt que d'éluder la réalité et de leur faire croire qu'ils seront des femmes et des hommes comme les autres. Enfin, l'argumentaire des militants, c'est souvent oui, mais ils se sentent mieux. Moi, je suis pas très d'accord. Je trouve qu'aujourd'hui, les gens qui sont en transition sont en transition, justement. C'est très récent. Les réseaux sociaux, c'est 2010, globalement. Ça part de 2010, c'est la décennie dernière. Donc, la plupart, maintenant, ça s'est développé. Ben,
les ados qui sont en transition actuellement sont en transition. Ils n'ont pas fini leur transition. Donc, autrement dit, ils sont dans l'espoir que ça sera génial. Bah, on verra à l'horizon 2030, dans 10 ans, si tous ces gens qui ont transitionné sont si heureux que ça dans cette condition, et si c'était vraiment ce qu'il leur fallait. Donc voilà, moi je pense que poser le statut trans en tant que tel, ça permet justement de casser ce désir illusoire d'être un homme ou une femme. Et ça serait très souhaitable. Donc ça limiterait en fait. Ouais, je comprends. Ben, je suis assez d'accord avec ça. Alors après, pour moi, il y a toujours un débat philosophique sous-jacent. C'est le débat, c'est est-ce qu'on peut devenir véritablement ce qu'on est, ce qu'on veut, pardon. Parce qu'on a quand même, on le voit, on a maintenant des gens qui veulent devenir lézards, on a des gens qui veulent devenir végétaux, on a des gens qui veulent devenir. Enfin, je veux dire, à un moment, est-ce que ça va s'arrêter quelque part ou est-ce que c'est uniquement la technique qui mettra un stop à tout ça? J'ai véritablement, moi, alors là, c'est pas au niveau des lois, c'est-à-dire que j'ai pas envie d'imposer des lois et de dire, voilà, au nom de la réflexion, je refuse que les personnes transitionnent, etc. C'est pas ça. Là, c'est plus un débat philosophique entre personnes intelligentes qui se posent des questions et qui sont tolérantes les unes envers les autres, mais voilà, je me demande en fait si on n'est pas en fait dans un espèce de nihilisme et de déracinement de soi-même qui ressemble à la philosophie de Sartre, qui nous expliquait qu'on pouvait devenir absolument ce qu'on veut, ce que je conteste, on ne peut pas devenir ce qu'on veut. J'aurais très envie d'être un oiseau parfois avec une caméra pour pouvoir filmer de jolis paysages, mais Dieu m'a fait homme et il ne m'a pas fait oiseau. Alors je fais avec. Et je pense qu'on a eu aussi une génération des jeunes gens qui ont vraiment du mal avec le choix. Et le choix, c'est aussi la limite. Quand je choisis, eh bien, j'exclus tout ce qui n'est pas mon choix. Et donc, je dois, en fait, je dois appréhender les limites de ce que je peux choisir. Et en fait, on a des générations qui croient que, eh bien, on ne peut plus choisir, on n'a plus de limites, on fait ce qu'on veut. La seule limite est notre imagination. C'est la génération jeux vidéo aussi, la génération Minecraft qui a pour seule limite dans un monde, eh bien, sa seule créativité. Eh bien, non, le monde réel dans lequel on le vit a des limites et ces limites peuvent être parfois intéressantes parce qu'elles nous empêchent de faire des conneries et elles sont aussi intéressantes parce qu'elles nous enracinent en fait dans une identité qui nous rappelle qui on est quand on est un petit peu perdu. Et du coup, moi là-dessus, je prends une position encore une fois entre deux, c'est-à-dire on fait ce que l'on peut. Voilà, on ne fait pas ce que l'on veut, on fait ce que l'on peut. Si on peut faire quelque chose, il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Et concernant le nihilisme, bah, moi c'est ça en fait. Moi c'est la technique. La technique révèle l'humanité elle-même. Donc moi je pense que toutes les possibilités doivent être explorées et voir exactement ce que ça révèle de nous. Peut-être qu'on avait un regard biaisé sur nous-mêmes simplement parce qu'on faisait des choses parce qu'on ne pouvait pas en faire d'autres. Par contre, en effet, moi, je rejoins le discours et c'est là que la virtualité, elle est assez dangereuse dans la mesure où les gens ne peuvent pas faire un truc, mais essaient de tordre le réel pour y croire quand même. Donc là, non, je suis pas d'accord. Mais si on peut faire des choses, si on peut devenir un oiseau un jour, j'ai aucun souci avec cette idée. Ouais, alors moi je vais pas continuer le truc longtemps parce qu'on va tourner en rond, mais simplement moi je pense que effectivement pourquoi pas modifier certaines choses. On l'a déjà fait de nombreuses fois et parfois pour de très bonnes raisons et parfois ça a donné de super bonnes choses. Simplement il faut que la science s'équipe d'un peu plus de sagesse parfois aussi. Et comme tu le disais, on n'a aucune étude sur ce que va faire dans les corps et dans les esprits le fait de transitionner. Il serait bien qu'on s'interroge sur la sagesse et l'éthique avant d'enclencher en fait des transitions technologiques hyper importantes. Je veux dire, le discours que j'ai là, j'aurais le même discours si demain on me dit, tu sais Cyril, ta conscience, on peut la transférer dans un ordinateur. Ok, on peut le faire, ça me rendra immortel. Potentiellement, je pourrais vivre 1000 ans. Ok, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que l'humanité y gagne? Est-ce qu'il y a de la sagesse? Je crois on a un petit peu lâché aussi cette sagesse. C'est quelque chose d'important. La technique, la technologie, la fuite en avant dans le progressisme, c'est bien. Mais la sagesse aussi, c'est quelque chose qui est intéressant et important pour l'humanité. Ça dépend. Ça dépend de chacun. Moi, personnellement, je me vis comme une exploratrice. Donc moi, j'ai aucun souci à transitionner ou aller dans l'ordinateur. Et après, l'humanité, en fonction de mon expérience, elle en fera des conclusions. Donc voilà, c'est une question. Moi, je vois pas pourquoi on limiterait certaines personnes à justement tenter des possibilités qui sont possibles. Après, la seule position que j'ai actuellement, c'est vraiment les mineurs, où là, je suis convaincue intimement. Pourquoi? Parce que le changement de corps, à mes yeux, est essentiellement lié, le genre aussi, est essentiellement lié à la sexualité. Et on ne peut pas prendre la décision que son corps, genre, ne nous convient pas sans avoir vraiment exploré ce corps et genre dans toutes ses possibilités, au moins dans la plupart. Et 18 ans, c'est vraiment un grand minimum pour ça. Donc, en effet, là-dessus, voilà. Mais pour les adultes, explorer les possibilités et tout, non. Je vois pas pourquoi on briderait, en fait. C'est pour ça que pour moi, excuse-moi juste là-dessus,
Si on laisse faire la réaction, les l'IHF et compagnie, ils vont bouffer les militants trans, parce que les militants trans sont faibles en vérité. Ils se sentent forts parce qu'ils sont entre eux. Mais en vrai, ils pèsent rien, ils sont irrationnels, ils sont agaçants, et ils vont se prendre la foudre sur eux, et ils vont être détruits. Et à la fin, la transidentité, ça reviendra comme dans les années 90, une maladie pour une minorité avec un long suivi psy. Moi, je ne souhaite pas ça. C'est pour ça que je veux l'ouvrir à une démarche esthétique pour finalement la maintenir comme réalité pour ceux qui veulent, sans pour autant que ça soit injuste, remboursement ou délirant, à savoir qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme, etc. Quoi. Ouais. Je comprends, effectivement, je comprends. Maintenant, c'est vrai que moi, il y a toujours la question de la sagesse. Je vais raconter vite fait un petit passage de livre. Le livre, c'est je crois que c'est le 1er siècle après Béatrice de Amin Malouf, un grand auteur que j'aime beaucoup. Et Amin Malouf, il nous raconte en fait que la technologie, parfois, eh bien, elle peut avoir des conséquences sur l'humanité auxquelles on ne s'attend pas. Et Amin Malouf, c'est quelqu'un qui vient du Liban, et donc du coup, il nous parle un petit peu de sa géographie, de là où il est né. Donc c'est quelqu'un qui maintenant est en France, c'est un auteur, il est rentré à l'Académie française, bref. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui vient du Liban et qui nous explique que dans ces contrées-là, au Liban, eh bien, on a encore aujourd'hui, c'était le cas à l'époque où il a écrit son livre, mais c'est le cas encore aujourd'hui, on a des gens en fait qui ne veulent pas avoir de filles. Ils voudraient avoir que des garçons. Parce que dans certaines traditions, avoir un garçon, surtout des traditions ultra-patriarcales, comme dans la civilisation islamique, hein, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt, eh bien, avoir une fille, c'est vraiment une honte. On a des pays comme l'Iran, on a des pays comme l'Arabie Saoudite, où on a des femmes, ou l'Afghanistan, où on a des femmes qui sont tellement honteuses d'avoir une femme, d'avoir une fille, que parfois elles les enterrent, parfois elles les tuent. C'est le cas en Inde également. Voilà. Et en fait, Amin Malouf nous explique que, eh bien, il y a des gens qui ont cette envie, qui ont cette mentalité, qui ont imaginé qu'à cette société, vous donnez les moyens technologiques de n'avoir que des garçons. Ils vont être très heureux très rapidement. Mais très rapidement, l'humanité va s'éteindre. Je pense qu'il faut un peu de sagesse quand même dans les choix technologiques qu'on fait. Je comprends le fait que tu te vives comme une exploratrice, mais l'exploration de quelque chose, ou alors il faudrait un statut à part pour les explorateurs, mais l'exploration induit des choses qui vont être ensuite, intégrées par la société. C'est-à-dire que si toi, tu deviens une exploratrice, et que tu expliques que c'est super bien, eh bien, il y a plein de gens qui vont vouloir devenir des explorateurs parce qu'en plus, on est dans une société hédoniste de la jouissance. Donc, si on peut trouver un petit truc qui, un petit peu comme le Grand 8, nous donne quelques excitations, on va vouloir y aller avec beaucoup de déceptions parce qu'à chaque fois qu'on a beaucoup d'espoir, on a beaucoup de déceptions. Mais voilà, je ne vais pas faire trop long, mais tout simplement pour dire qu'il faut peut-être amener un petit peu de sagesse là-dedans et s'interroger sur les effets à long terme quand même. Voilà. Maintenant, si ça reste marginal et dans les termes que tu nous décris, Octavie, honnêtement, moi, je n'ai pas beaucoup de problème avec ce que tu nous dis. Non, moi, je pense que les choses s'équilibrent. Excuse-moi, non, juste. Non, par rapport au fait de faire que des garçons, enfin, ce petit exemple, moi, je pense qu'on a toujours des gens qui diront, mais écoutez, si on fait que ça, on va disparaître, et du coup, ça va s'équilibrer. On aura toujours toutes les paroles. Et concernant la transidentité, moi, je pense que actuellement, comme dit, elle est le nom, elle est un symptôme de beaucoup d'autres mal-être, notamment chez les filles, je pense. Il y a beaucoup de filles, en fait, qui ne veulent plus être une sexualité dominante, qui ne veulent plus être perçues comme des objets sexuels et qui ne trouvent comme solution que d'apparaître comme un garçon. Mais elles ne veulent pas vraiment le corps du garçon lui-même, elles veulent apparaître comme un garçon. Donc là, il y a pas mal de travail à faire. C'est ce qu'on appelle un désordre psychique, du coup. C'est ce qu'on appelle un désordre psychique. Bah non, c'est juste en fait qu'elles voudraient s'imposer comme des hommes, mais qu'elles se sentent obligées d'avoir l'apparence physique d'un homme pour ça, alors qu'elles pourraient le faire par leur personnalité seule. C'est d'ailleurs pour ça que les féministes aujourd'hui, TERF, comme on les appelle, détestent les trans parce qu'elles se disent vous êtes des traîtresses en fait. Nous, on essaye d'être des femmes indépendantes et vous transitionnez en homme et du coup, vous nous lâchez pour finalement valider le patriarcat. Bon. Donc voilà, moi je pense que les transitions, une fois que tout sera clarifié, qu'il y aura un débat sur pourquoi on fait ça, elles seront pas si nombreuses que ça. Je pense que ça appartiendra vraiment à peut-être pas une minorité, mais en tout cas une partie de personnes un peu excentriques, hein, comme on a des personnes tatouées ou que sais-je. Et que du coup tout va s'équilibrer aussi. Mais par contre, il faut clarifier le débat. Là actuellement, clairement, la transidentité est vécue comme une sorte de super pouvoir magique qu'elle n'est pas forcément.
Alors moi, je suis pas aussi, par contre, je suis pas aussi, comment dire, je suis pas aussi optimiste que toi sur le fait que ça restera une minorité. C'est-à-dire qu'on sait que ceux qui font la politique et ceux qui font l'avenir d'un pays, c'est la minorité agissante et jamais la grande masse inerte. Et je peux prendre un autre sujet sur lequel je suis compétent, qui n'a absolument rien à voir au niveau de ses implications, mais qui a à voir dans le fait que c'était une minorité qui n'en est plus une et qui est de moins en moins une. En 1989, en France, on avait trois jeunes filles qui portaient le voile, trois qui ont posé problème. Trois. On est en 2022. Combien il y en a? Partout, dans toutes les villes, dans tous les quartiers, dans toutes les rues. Voilà. Donc, je pense qu'il faut quand même être attentif à ça. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je te laisse la parole, peut-être phénixisation, parce que je crois que tu avais une question à poser. Je vais vous poser une dernière question, je pense. Parce que finalement, on pourrait avoir l'impression de l'extérieur que ce qui vous met aussi d'accord aujourd'hui, c'est les limites de la technique. C'est-à-dire le fait que transitionner, ce soit un petit peu compliqué, etc. Mais on peut se dire, et peut-être que Octavie pourra répondre plus largement là-dessus, que dans 10-15 ans, finalement, il n'y aura plus de personnes dans une situation de transidentité, puisque peut-être que, voilà, faisons l'hypothèse que la chirurgie sera beaucoup plus compétente qu'aujourd'hui et que les gens pourront changer de corps, hommes et femmes, sans que ce soit irréversible, sans que ça détruise la possibilité de revenir à un ancien corps qui soit harmonieux, gracieux, disons. Donc voilà, quelque part, genre, on peut se dire que cet état de transition, finalement, un jour ou l'autre, n'existera plus. Et ça m'intéresse d'avoir votre avis pour savoir si effectivement vous pensez que ça deviendra comme ça ou si finalement on n'arrivera jamais à dépasser ça, si on n'arrivera non plus jamais à dépasser cette barrière entre le fait qu'un homme ne puisse pas devenir une femme et une femme ne puisse pas devenir un homme. Et si jamais voilà, on avait un niveau de technologie qui soit assez élevé, etc., est-ce que pour vous, ça commencerait à poser problème ou au contraire, ça serait le début du fait de comprendre que finalement, voilà, c'est plus un problème et tout va bien? Donc, tu commences? Vas-y, je te laisse. Réponds. Donc, me concernant, ça dépend où on se place. Moi, je me place dans le présent un peu large, on va dire les 20 années qui viennent. Mais je pense en effet que cette question trans, c'est un phénomène presque contextuel. Déjà, les genres, moi je pense que les genres vont tellement se modifier que être homme et femme dans la construction sociale va tellement être déconstruit justement, au bout d'un moment, ça voudra plus rien dire. Et qu'en effet, on ne voudra plus être homme ou femme. Ensuite, concernant les corps eux-mêmes, moi je suis pas sûre qu'on se limite sur le temps long à simplement homme et femme. Encore une fois, le transhumanisme. Alors moi, c'est pas mon cas, hein, mais je sais que les trans dominantes, qui ont à la fois une poitrine et un phallus, bah, sont un objet de fantasme pour beaucoup de gens. Et peut-être que c'est ce corps-là qui va intéresser beaucoup de gens dans le futur. Donc en fait, on sera même plus dans homme-femme, même si la technique évolue. Et puis après, le transhumanisme encore plus lointain, bah, on sait ce que c'est. Hein, on va encore modifier son corps d'une façon qu'on n'imagine même pas aujourd'hui. Donc voilà, sur le temps long, la question de trans va disparaître. Par contre, dans le contexte actuel, oui, ça a du sens. Alors moi, pour moi, dans l'avenir, je vois cette fameuse question. Alors, j'ai du mal à dire ce qui va se passer dans l'avenir, mais moi, j'ai cette fameuse question. J'y reviens encore, c'est-à-dire, est-ce qu'on doit abolir les limites ou est-ce qu'on doit, avant d'abolir les limites, essayer de comprendre et de constater la sagesse de certaines limites? Donc, c'est un peu là où j'ai un problème. C'est que le progressisme aujourd'hui, donc là, on va sortir simplement de la seule question de la transidentité, c'est qu'on a l'impression que le progressisme, en fait, tout à l'heure, j'en parlais un petit peu, c'est un avatar du capitalisme parce que le capitalisme, en fait, survit à chaque fois parce qu'il est extrêmement plastique et en fait, il trouve toujours des relais de croissance. Et j'ai l'impression que le transhumanisme et donc la transidentité, qui est pour moi un transhumanisme comme les autres, eh bien c'est exactement là-dedans qu'il s'inscrit. D'ailleurs, hein, s'il y a des gens comme Soros qui financent les associations LGBT les plus en vue, c'est pas le hasard à mon avis. Les financiers ne s'y trompent pas. Ensuite, tu nous dis, moi j'ai un problème aussi avec le monde que tu nous décris, c'est-à-dire en fait on aurait presque des genres qui sont fluides et du coup le genre ça aura presque même plus de réalité. Ok, le genre a plus de réalité, mais du coup, quid de ce que nous a inculqué la nature comme sagesse? Il faut être dans une binarité pour concevoir la vie. Et si on ne conçoit plus la vie
par nous-mêmes et qu'on le fait par la technologie. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais là, après, on est dans le meilleur des mondes de Aldous Huxley, c'est-à-dire qu'on a des gens qu'on crée dans des usines, on a des êtres humains qu'on crée dans des usines, ce sont des usines à naissance, et ensuite, on les assigne à la naissance à telle ou telle tâche ou à telle ou telle identité ou telle famille. C'est quand même assez flippant. Non, ça te fait pas peur, ce monde-là où, je veux dire, tu es quand même un fils ou une fille, tu as grandi dans une famille, quid de ce qu'aurait été ta vie. Moi, j'ai grandi dans les institutions déjà de la République, en foyer. Quid de ta vie si tu n'avais pas grandi dans une famille et si tu étais né dans une usine avec aucun regard sur ta filiation. Je veux dire, au niveau psychologique, on sait que ça détruit les enfants, ça, de ne pas connaître sa filiation. On connaît beaucoup, moi j'en ai croisé des gens qui sont nés sous X et qui ont de gros problèmes avec ça. Ça génère des problèmes identitaires qu'on ne peut même pas imaginer. Et je veux dire, encore une fois, on est dans le caprice. C'est-à-dire que moi, je suis père de 6 enfants. Je parle beaucoup de moi parce que ce que je veux dire, c'est que ce que je dis, c'est pas simplement des mots. Je l'ai expérimenté. Avoir des enfants, c'est un devoir. C'est pas simplement un caprice. Et on est beaucoup dans cette société du caprice. Moi, je veux jouir. Moi, je pense que j'ai besoin de ça pour être heureux. Mais à un moment, il y a une société qui vit autour de nous. Il y a aussi beaucoup de gens qui vivent autour de nous. Et puis, il y a éventuellement la reproduction de l'espèce. Ou alors, est-ce que tu penses qu'on va naître tous depuis une usine mécanique où on sera peut-être même plus du tout biologique du coup? Donc, clairement, moi, ma position actuelle, c'est que voilà, je suis trans. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant dans la vie de pouvoir se vivre dans l'autre genre. Je vois une menace réac et je vois des gens trans qui se défendent très mal. Donc, j'essaie de proposer des solutions pour mieux intégrer ce fait trans et peut-être même appeler un débat sur ce que ça signifie, que ça fait aussi partie du problème, à savoir que beaucoup de gens confondent ça avec leur problème. Donc ça, c'est ma position actuelle. Après, moi, sur le futur, non, clairement, je suis une progressiste convaincue. Je pense que c'est même pas de la conviction. C'est simplement le fait que le progressisme, pour moi, est une fatalité. On ne peut pas y échapper. C'est-à-dire que si on essaie de mettre des limites, des gens voudront faire sauter les limites. La logique de la limite, finalement, la seule limite qui s'impose à nous, c'est ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Et également, dans ma démarche de philosophe, psychologue, on va dire, je m'intéresse à la vérité. Et la technique nous permet de révéler beaucoup de vérités. Par exemple, la PMA, qui a été adoptée l'an dernier. Pour moi, la PMA, dans 20-25 ans, on verra ce que ça donne. On peut dire que c'est horrible ou quoi. Et moi, on aura joué avec la vie d'enfant en attendant. On aura joué avec la vie d'enfant. Non, mais moi, je pense que la PMA, surtout, va révéler qu'il y a énormément de femmes qui, finalement, n'ont pas tellement besoin d'un homme dans leur vie, contrairement à ce qu'on fait croire. Et on verra ces enfants. Mais l'enfant, quid de l'enfant? Il y a des problèmes ou non. L'enfant a besoin d'un homme. On ne sait pas pour l'instant. Donc, ça, on verra. C'est ça qui est dingue. C'est toujours l'adulte, le capricieux, l'hédoniste. Moi, je. Mais l'enfant, on a des devoirs envers la génération suivante. On n'a pas que le devoir de jouir dans notre vie. On a aussi des devoirs. Je veux dire, il faut aussi le goût de l'effort, le goût de la passation, le goût. Avant, on avait des anciens qui sacrifiaient pour leur jeunesse. On est tellement dans une génération de jouisseurs qu'on a maintenant nos baby-boomers qui ont demandé à nos jeunes de rester enfermés chez eux et d'avoir une mort sociale pour protéger leur putain de vie où il y en a pour 2 ou 3 ans. Je veux dire, à un moment, je comprends pas en fait. Mais disons que clairement là-dessus. Non, je pense qu'on pourra faire un débat vraiment sur ces questions-là, si tu veux. Vraiment, j'ai beaucoup de choses à dire. Là, il faudrait qu'on essaie peut-être de conclure sur ça. Mais je t'assure qu'il n'y a pas de souci. Ce débat-là, on peut le mener progressisme, sagesse. En tout cas, moi, là où je voulais en venir, c'est juste qu'il faut peut-être pas, tu disais que tu es une progressiste convaincue, je suis aussi un progressiste convaincu, mais il faut se rappeler que le progressisme dans ce pays a une histoire et que les premiers progressistes étaient, enfin les premiers, c'est un peu, en tout cas les premiers qui ont laissé une trace visible dans notre histoire, c'est les Lumières. Ces gens étaient attachés à la rationalité, c'est-à-dire que progresser, oui, mais progresser pour du mieux, progresser pour en accord avec la rationalité, oui. Et puis peut-être qu'il ne faut pas aussi confondre, c'est ce que je vois souvent aujourd'hui, des gens qui confondent progressisme, c'est-à-dire un mieux-être de la condition humaine, avec l'innovation, où là on est véritablement dans quelque chose de plus marchand et de quelque chose de plus mécanique. Est-ce que le progressisme, c'est avancer, courir comme une poule sans tête pour le fait d'avancer? Je suis pas sûr. Je pense que, comme tout dans la vie, quand on veut avancer, comme le disait Descartes, il y a 2 sortes de personnes. Il y a celui qui avance tout doucement dans la bonne direction, et puis il y a celui qui court dans tous les sens. Eh bien, celui qui va tout doucement dans la bonne direction arrivera à bon port avant l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si on veut aller du côté du progressisme, il faut peut-être s'interroger sur les directions qu'on emprunte avant que les gens souffrent.
et s'interroger sur ces directions plutôt que courir dans tous les sens et dire en fait notre seule limite c'est notre imagination. C'est la fameuse théorie de Sartre qu'on connaît bien, ce fameux Sartre qui défendait à l'époque le communisme de Mao et ses millions de morts, pardon. Ben ça, c'est une question d'approche. Voilà. Moi, mon approche, c'est on court, on explore tout et après, on fait le tri. Donc, pourquoi? Parce que je la trouve plus efficace, en fait. On va voir toutes les possibilités, puis ensuite, on voit ce qui est bien, ce qui fonctionne pas. Plutôt que de se dire, on va y aller timidement. Enfin, voilà. C'est pour ça mais que ça marche pas. ça, c'est une question d'approche. Je vais t'expliquer pourquoi ça marche pas ce que tu dis. Parce que regarde, quand on a eu la cigarette, il y a des gens qui ont dit la cigarette. Alors à l'époque, je vous refais pas tout l'historique parce que ça peut être long, mais voilà, Bernays a imposé la cigarette. Il a imposé ça comme la torche de la liberté par la propagande. Il le raconte dans son livre Propaganda. Combien de temps et combien de cancers, et c'est pas fini, on a mis pour se débarrasser de la cigarette alors qu'on sait quelle pourriture c'est aujourd'hui. Alors qu'au départ, c'était quelque chose qui était censé vaincre le stress, qui était censé vaincre l'obésité, parce que quand on fume, eh bien, on mange pas. Et donc, on incitait les Américains, les jeunes Américains à fumer plutôt qu'à manger. Aujourd'hui, combien de cancers? Aujourd'hui, combien de problèmes avec la cigarette? On est tous conscients des problèmes et pourtant, elle est encore là. Pourquoi? Parce qu'il y a de gros intérêts financiers derrière, il y a du lobbying. Combien Lucky Strike et Philip Morris ont financé d'études foireuses pour nous expliquer que les cancers de la gorge et les cancers des poumons n'avaient rien à voir avec la cigarette. Aujourd'hui, on sait que tout ça, c'était des mensonges. Et c'est ça le problème. C'est que si on a des logiques progressistes d'innovation qui ne sont pas des véritables projets progressistes, on a derrière de gros capitaines d'industrie qui, quand ils auront investi dans un domaine, vont pas se laisser faire comme ça. Ils vont pas dire ouh là là, c'est pas bon pour l'humanité, nous on est des gentils, on va arrêter. Ils en ont rien à branler. Pour eux, il y a des intérêts financiers et ils veulent une rentabilité maximale sur les investissements qu'ils ont fournis. Et c'est ça le problème. Mais là-dessus, justement, on voit quand même que ça recule la cigarette dans l'espace public. Je le vois pas. Il y a une tentative. Et de la même façon, il faut voir les choses. Enfin, autant la cigarette, c'était un mauvais choix, en effet. Autant l'IVG, par exemple, ou même le droit de vote des femmes, bon, on peut le discuter, mais on peut partir du principe quand même que c'était quelque chose de bien et que du coup, c'est bien d'avoir tenté ça, puisqu'à l'arrivée, c'était un progrès. Donc voilà, tenter les choses et voir ce qui est un progrès ou non. Mais bon, ça, c'est une approche. Moi, je suis pas politique, je m'en fiche. Hein. C'est pas moi qui décide comment on s'y prend, mais moi, je suis pour, en effet, les possibilités. C'est vraiment très important et de rester dans la réalité, à savoir ce qui est vraiment possible ou ce qui ne l'est pas. Contrairement, donc, aux LGBT qui, la plupart du temps, veulent être considérés comme ce qu'ils sont, alors qu'ils ne le sont pas, ou qui au moins ne sont pas perçus comme tels. C'est que ma dernière approche, c'est vraiment de privilégier ce qu'on appelle le passing. Actuellement, le passing, c'est-à-dire, en fait, on est perçu dans l'autre genre ou non. Si quelqu'un me voit dans la rue et il me voit comme une femme, il va me genrer au féminin. Donc, très bien. Si d'aventure, il me voit comme un homme, il me genrera au masculin. Et bon, ça sera presque légitime, en fait. Je peux pas lui en vouloir. Là où les LGBT deviennent très hystériques là-dessus et ressemblent à des hommes, se vivent comme des femmes, mais demandent à ce qu'on les genre. Ben, voilà. On peut pas agresser les gens et les brutaliser comme ça. Et c'est comme ça qu'ils agacent beaucoup. Donc voilà, possibilité et réalité, c'est important. D'accord. Du coup, j'ignore s'il y a encore des choses à dire, parce qu'après, moi, je veux bien faire autre chose un autre jour sur une autre thématique, mais là, sur les trans. A priori, je pense pas, sauf si Cyril a une réponse. Sinon, on peut clôturer. Non, j'ai pas forcément de réponse. Je pense que j'ai bien compris la manière dont elle envisage les choses, dont Octavie, envisage les choses. On est assez proche déjà dans le fait, comme je le disais en début de conversation, dans le fait qu'on nie pas la réalité, on ne nie pas la rationalité non plus. Là où moi, je vais avoir un problème, et ça peut être peut-être des angles de débat intéressants par la suite, c'est que Octavie pense beaucoup, moi, je pense sociétal. C'est-à-dire que moi, je pense la société. C'est-à-dire quand on va dans une direction, potentiellement, mon enfant peut faire ce choix. Quand on acquiert un nouveau droit, potentiellement, mon enfant peut faire ce choix. Potentiellement, beaucoup de gens dans la société peuvent faire ce choix. Qu'est-ce que ça engendre pour ma société? Pour notre société, puisqu'on y vit tous ensemble? Qu'est-ce que ça engendre? Quel travers ça permet? Et qu'est-ce qu'on va en souffrir et en vivre en tant que collectivité? Voilà, moi, c'est vrai que c'est plus ces sujets qui m'intéressent. Je suis pas sûr. Parce que moi, je sais que je transitionnerai pas. Juste un dernier mot là-dessus pour préciser. En fait, moi, je suis une fausse égoïste. Enfin, j'aime bien cette posture parce que j'aime bien être diabolisée. Mais moi, si je suis pour la permissivité de ces possibles, c'est pas forcément pour un moi-je.
c'est pour comprendre l'humanité et voir exactement ce qui est possible et comment les gens y réagissent. C'est comme une expérience humaine. Mais après, j'assume en effet qu'une expérience peut impliquer de casser des œufs, quoi. Donc, Et quand casser c'est une des forme œufs, de... quand casser des œufs, c'est ruiner des vies, moi j'ai un peu un problème avec ça. Mais ouais. Voilà, exactement. On est plus dans, voilà, c'est plus moral finalement notre différence. Bon, je te laisse Très bien. conclure du coup. C'est ça. Ok. Je propose éventuellement de clôturer ce débat-là. Si on veut en ouvrir un autre plus tard, c'est avec grand plaisir. Je serais même très heureux de pouvoir participer avec vous. Bah, écoutez, en tout cas, merci pour ce débat enrichissant. Yes. Merci à tous les deux pour ce débat très enrichissant. Merci à Octavie parce que je sais que je suis pas toujours facile en débat. Et Je pense que le meilleur est à venir là-dessus. pardon? Le meilleur est à venir. Parce que là, finalement, on était plus dans une présentation d'un problème et avec des avis mutuels. Mais si on fait des vrais débats, ouais, ça devrait être assez intéressant. Bah, c'est ça, tu dis que tu t'intéresses à la philosophie et c'est vrai que moi c'est souvent parce que je pense que la philosophie est sous-jacente à tout ce qu'on fait dans la vie. Et c'est vrai que si on avait un débat philosophique plus porté sur la philosophie, eh bien je trouverais ça pas plus intéressant, mais je trouverais ça très intéressant. Voilà. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Salut à tous.